Je vous remercie. Je remercie la MAPAC de son invitation. C'est toujours un peu émouvant de parler à des collègues, surtout de choses qu'ils connaissent mieux que nous. Mais c'est toujours un honneur que j'accepte avec grand plaisir. Je voudrais aujourd'hui m'en tenir à quelques observations superficielles sur la forme et l'allure du rapport, qui m'a beaucoup troublé depuis que c'est paru, la version d'étape et la version finale. Je voudrais soumettre à votre attention quelques remarques générales sur la nature de ce rapport-là, qui ne porte pas sur l'éducation collégiale, qui porte sur l'administration de l'éducation collégiale. Donc, moi, je veux juste faire remarquer que ceci, c'est très important pour ce qui est de l'analyse de son contenu, de ses propositions. C'est un rapport où le système de gestion s'ausculte lui-même et se préoccupe de lui-même, se restructure, et qui ne considère les questions d'éducation, les questions de fond, les questions de contenu que d'une manière incidente. Le rapport donne toutes les allures de commencer, de partir d'un vrai problème, c'est qu'il y a une disparité de l'évolution démographique des régions, des cégeps dans toutes les régions, et que l'évolution démographique des régions dont le poids démographique diminue, d'autres où il s'accroît, fait qu'on a une série de programmes, d'offres de formation, etc., qui sont plus en phase avec la taille de la région, et on a des emplois, des ressources, des investissements qui sont en porte-à-faux par rapport à la région, et que donc on a une question, l'évolution démographique, puis la relative rigidité du système institutionnel doit être envisagée. On doit partir de là, c'est un problème grave, on doit partir de là, puis aborder, faire une opération de maintenance du système. Notamment, les 150 programmes de formation technique sont, dans plusieurs cas, en porte-à-faux, parce qu'il y a des formations obsolètes, il y a des nouvelles demandes, il y a des nouveaux marchés, il y a des nouveaux demandeurs d'emploi, etc. Bon. Alors, ça a toutes les allures d'avoir un vrai problème. Il porte donc essentiellement sur le secteur technique, parce que le secteur technique, du point de vue du rapport, c'est un secteur qui a un environnement. Le secteur préuniversitaire a un environnement relativement stable, doit préparer les étudiants à rentrer à l'université, puis l'université, même en se forçant au maximum, réussit à offrir une centaine de programmes, dont certains remontent à 3000 ans. Donc, c'est un environnement assez prévisible. Mais la technique, c'est autre chose. L'environnement fluctue, puis nous sommes dans un nouveau monde, puis nous sommes, etc. Alors, il faut ajuster le système. Et donc, ce qui va toucher l'éducation va être une considération incidente par rapport à ça. C'est assez curieux. Guy Rocher disait qu'il n'y avait pas de considération sur le fond, mais effectivement, rien à dire sur le fond. Il ne va toucher le fond que par un effet de ricochet, que par un dommage collatéral, pour ainsi dire. Moi, j'ai trouvé que c'est un rapport assez mal foutu, d'inspirations diverses, pas très sérieux. Je reviendrai là-dessus un peu plus loin. Vous connaissez ces solutions. On a des surcapacités de production dans ce système-là. Il faut rationaliser la carte d'offres de programmes du réseau. Il faut faire la promotion de l'enseignement à distance. Ça coûte moins cher, ça rationalise l'offre. Et ça, c'est la promotion de l'enseignement à distance. C'est une comment je peux dire, c'est la solution miracle de tout le monde, là. Il faut faire la promotion, beaucoup de marketing, comme disait Rocher. Il faut faire la promotion de la formation permanente. Ça va augmenter le volume des ventes. Si on vend plus de formations, un de mes recteurs appelait ça le service après-vente. Si on vend plus si on grossit notre service après-vente, on va grossir les entrées dans le cégep. Il y a 70 000 naissances par année. Le cégep processe 40 000 étudiants par année. C'est donc appelé à baisser, etc. Il faut faire de l'exportation. Il faut attirer les étudiants étrangers.
Il faut baisser les critères d'admission pour mettre plus de monde qu'actuellement on bloque avec les critères d'admission. Il faut faire de la publicité pour accroître les clientèles, notamment il faut accroître le volume dans les sciences physiques, dans les techniques physiques. Il faut assouplir les critères de diplomation pour pouvoir donner plus de diplômes. Puis si tu assouplis les critères de diplomation, ben, tu augmentes l'output. Si tu donnes un diplôme à tout le monde qui passe devant le cégep, ben, tu augmentes l'output. Bref, il faut faire toutes sortes de choses qui concernent la gestion administrative du système, augmenter les outputs, réduire les coûts, puis finalement, ben, sauver vos emplois. Alors, c'est un drôle de rapport, on est quand même dans le domaine de l'éducation. Mais ma perception, c'est que tout ça, c'est assez vasouilleux. Des trucs comme il faut faciliter la fermeture de la boucle de rétroaction de l'offre réseau. La seule chose nette qui va rester de ça, ça va être l'assouplissement d'abord, puis finalement l'élimination de la formation commune au cégep. Il y a des milliers d'affaires là-dedans, organiser des voyages entre les régions pour faire circuler les étudiants d'un cégep à l'autre, organiser des voyages organisés pour faire venir les étudiants étrangers, toutes sortes d'affaires, il n'en restera rien de ça, là. Mais peut-être qu'assouplir la formation commune, ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Ça va être le seul résultat de toute cette patente extrêmement compliquée, qui a été écrit à plusieurs mains, de toute évidence, qui change de style, qui change de ton. La caractéristique principale qui m'intéresse de ce rapport-là, c'est que c'est un rapport de DG. C'est un rapport de directeur général. Le rapport auquel il faut le mettre en relation, c'est celui de 93 de Mme Robillard, qui maintenant continue de sévir à titre de consultante. En 93, Mme Robillard, qui avait quitté le travail social, puis avait fait rapidement au HEC un cours en gestion du personnel, en MBA, a été nommée pour prendre la main de cette patente qui est le cégep, puis commencer à gérer un peu le personnel. Et pour gérer le personnel, on a dit les standards et les habilités, les objectifs, ça va être l'affaire du centre. On va renforcer les directions locales en leur mettant un conseil d'administration, en les articulant au milieu, puis ils vont s'organiser avec le personnel, surtout autour de programmes. On va même faire l'affaire des disciplines. C'est l'enseignement supérieur. Les disciplines, pas une bonne chose dans l'enseignement supérieur. Les programmes, that's the big thing. On va restructurer autour des programmes. On va renforcer les directions locales. On va centraliser les objectifs et les standards. Puis on va prendre le contrôle du personnel, tabarnouche. Parce que là, ce qui est en train de se passer, on dit en 93, c'est que c'est des maisons d'enseignement supérieur où les professeurs, les enseignants, les artisans, ceux qui ferment la porte derrière eux puis qui parlent des mathématiques à la jeunesse, sont en train d'avoir un poids très grand dans le système. Alors, un système, il doit être organisé à partir des organisateurs, aux dernières nouvelles, en tout cas. C'est ce rapport-là que veut continuer le rapport de Mers. Et cette fois-ci, cependant, on en a mis du pouvoir, des responsabilités sur les directions locales. Ben, cette fois-ci, c'est le putsch des directions locales. C'est un rapport de directeurs généraux. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Bon, il y a trois choses que je veux souligner rapidement. C'est donc un machin qui comporte une inversion instrumentale. C'est-à-dire, en vertu du bon moyen de faire quelque chose, on change la chose qu'on veut faire. C'est un rapport qui comporte un biais culturel fondamental, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent à l'éducation, ils réfléchissent à partir d'un point de vue où ils passent à côté de l'éducation. Biais culturel fondamental. Puis il se fait sur un contexte social global où est-ce que c'est qu'il y a une espèce de tolérance à l'égard de l'aliénation généralisée dans notre société. Et c'est le fond culturel sur lequel le rapport se déploie. Donc, c'est des remarques comme ça sur la sémantique du rapport qui vont m'occuper assez rapidement. J'ai commencé à quelle heure? Parce que moi, j'aime ça. Il reste 10 minutes. Bon, ben, je vais sauter le restant de mon introduction, vu que... Ben, où que ça fait? Bon. Pour régler le problème de la distorsion démographique, il faut donner plus de pouvoir aux régions, plus de souplesse. Puis pour donner plus de souplesse, il faut se libérer
des standards et des habilités telles que définies par le centre. Et ça va nous permettre de changer le contenu de l'enseignement. Donc, pour régler le problème qu'on a de la misère à gérer le système d'éducation, on va changer l'éducation. Il y a quelqu'un qui avait étudié ça, qui s'appelait Siegfried Giedion, en 1948, un livre extraordinaire qui s'appelait, j'ai déjà cité devant certains de vous, Mechanization Takes Command. Il disait les gens qui ont inventé la machine à faire du pain, qui a 1 kilomètre de long à Montréal, qui s'appelait le pain Weston, une gigantesque machine à faire du pain, avec des barattes grosses comme ici pour brasser la pâte, ont vite découvert qu'ils ne réussiraient pas à faire du pain, au sens de ce qu'on appelle pain, dans une machine comme ça. Et que la solution, c'était simple, on va changer la définition de ce qu'on appelle le pain, de telle manière qu'on puisse faire du pain à la machine. Donc, on fait des espèces de morceaux de styrofoam, pas de croûte, dans un sac de plastique. Et là, on pouvait faire du pain. Alors, le rapport de Merce, c'est comme ça. Il te dit, si tu veux bien gérer le système d'éducation, il faudrait que ça soit moins d'éducation, puis plus de processus de flux. C'est une inversion instrumentale. C'est-à-dire, on part d'un problème, puis on dit comment on fait pour régler le problème de l'adaptation de l'offre dans les différents cégeps de régions qui démographiquement évoluent, où la demande évolue, change, etc. On va changer. Qu'est-ce que c'est le cégep? Ah ben, c'est certain. On peut y arriver comme ça. Alors, comment on fait? Ben, il faut, c'est un rapport de DG, j'ai dit, il faut mettre le cégep à la charge des élites locales. Et en tant que tel, le rapport, dans cette inversion instrumentale-là, on va donner ça aux élites locales. Ils vont avoir une plus grande faculté de s'adapter au milieu. Ils vont devoir s'adapter aux clientèles. Ils vont devoir être plus proactifs pour ce qui est de faire de la publicité, d'attirer une nouvelle clientèle, faire de la formation continue, se lier à l'entreprise, etc. On va leur donner la responsabilité de faire marcher le boîte et ils vont s'articuler à leur environnement. Le système va tenir compte de son environnement. Il va être plus efficace et pour ça, il faut libérer le collège des standards définis, des objectifs et des standards, comme disait Robillard. On va libérer le collège des objectifs et des standards tels que définis, en permettant de donner des diplômes sans formation commune, d'accueillir des gens sans le diplôme secondaire, toutes sortes d'adoucissements, de flexibilisation qui va rendre la machine plus performante et elle fera bien ce qu'elle fera. Une fois qu'elle va marcher, on aura juste à appeler ça du pain. Et voilà. Dans ce sens-là, fait penser beaucoup, en tant que c'est un rapport de DG, je vais y revenir là-dessus, mais fait penser beaucoup à la réforme de l'université française qui a été faite sous Sarkozy. L'université française, c'était une université, c'était une institution centralisée de l'État avec les professeurs recrutés par l'État puis distribués dans les différentes, on pourrait ainsi dire, facultés qui étaient parsemées sur le territoire. La réforme Sarkozy a dit, moi, je fais une loi, ça s'appelait la loi sur l'autonomie de l'université. Je fais une loi qui rend l'université autonome. Je leur donne leur terrain, je leur donne leur bâtisse, je leur donne leur musée, je leur donne leurs ressources qui appartiennent plus à l'État, je donne ça à l'université, une corporation publique, administrée par un conseil d'administration local, et avec responsabilité de faire marcher la patente. La loi d'autonomie de l'université, ça consistait à mettre l'université sous l'autorité de la bourgeoisie locale et de la demande locale, par le biais de conseil d'administration, par le biais de la direction de l'université, etc. Alors que l'université française a toujours été libre de penser, parce qu'il était protégé par l'État, comme je dis, c'était protégé par Rome. Maintenant, l'université française est en train de tomber sous les exigences, les contraintes, la gestion, l'adaptation au milieu, aux demandes du milieu, puis dans une interface de plus en plus serrée, puis de plus en plus brimant par rapport... Il y a quelque chose dans le rapport de Merce, une demande de ramener l'autorité puis le pouvoir des cégeps vers les régions, qui consiste à l'assujettir plus étroitement. C'est pour ça que penser toute l'affaire du cégep à partir de la technique, à partir des nouvelles demandes de formation, à partir des formations qui sont obsolètes, il faudrait pouvoir fermer des programmes, etc., à partir des faits que certaines formations, tu n'as pas besoin de savoir le français pour être bon, ça consiste à exactement faire la même chose, c'est-à-dire à libérer le cégep d'une tutelle étatique qui a des idées de justice sociale et d'égalité, d'accès, etc. On va ramener le cégep à une gestion plus locale. Bon.
Il y a un biais culturel des gestionnaires. Demers s'est dit, dans le rapport d'étape, puis dans le rapport final, il dit, voici les gens qui m'ont aidé, puis un tel en particulier, puis il cite une vingtaine de personnes. Les personnes pour qui on peut avoir une biographie, on se dit, ben voilà, c'est ça le noyau. Il peut bien dire qu'il a vu ceci, qu'il a rencontré des gens. En fait, il y a 7-8 petites mains du ministère qui ont fourni les tableaux et les chiffres. Puis de l'autre côté, une douzaine de ses amis qui ont écrit, etc., relu, travaillé avec lui. Alors, si on regarde les biographies qui sont disponibles, on a 7 diplômés d'éducation, on a 4 diplômés d'administration publique, on a 3 Master of Business Administration, on a 3 avocats, on a 2 diplômés de communication, 3 si on compte le ministre qui l'a nommé. Bon, puis là-dessus, il y en a 3 de ses proches travailleurs sur le rapport, et il y en a 3 qui ont des business de consultants. En éducation, la business de consultant, c'est une grosse affaire. D'ailleurs, un jour ou l'autre, il va y avoir quelqu'un qui va se lever, peut-être un caquiste, qui va se lever en chambre pour demander une enquête sur le secteur de l'éducation. Puis ça va être aussi juteux que sur le secteur de la construction, je vous le jure. On a 350 maisons d'édition scolaire, puis c'est quasiment tous des anciens commissaires scolaires, professeurs d'éducation, etc. On a des boîtes de consultants. Toutes les cégeps font affaire à des boîtes de consultants, que c'est leur femme qui est professeure en éducation, qui s'est partie d'une boîte, puis qui vend des services à son mari qui est DG. Tu sais, c'est des affaires comme ça à grandeur au cégep. Une enquête là, sur la corruption dans le secteur de la construction, ce serait très juteux. Bon, l'éducation, les sciences d'éducation sont redirigées vers le management. Il y a 250 000 personnes dans la business d'éducation. Et l'éducation est essentiellement devenue une branche du management spécialisée dans le management scolaire. Donc, quand un rapport de réflexion sur notre système d'enseignement collégial, où ça commence avec 7 diplômés qui sont en mesure et une évaluation, en gestion de programme, etc., tu te dis, c'est un rapport de management, point final, il n'y a pas question d'éducation ici. Puis, bon, puis on le voit aussi, maintenant, c'est auprès des DG que les sciences d'éducation sont surtout utiles pour renforcer l'idée de l'autorité, de la direction, etc. Affaiblir l'idée d'un artisanat, affaiblir l'idée, ils appellent ça le personnel, puis la formation du personnel, la formation des programmes. Dans les cégeps, il n'y a plus de professeurs. C'est fantastique. Le rapport prétend que maintenant les cégeps are coming of age. Les cégeps sont quasiment comme des universités, puis c'est vrai. Sur les 4000 universités américaines, il n'y en a pas 400 qui sont du niveau de nos cégeps, en termes de richesse physique, de dotation de professeurs, etc. C'est vrai, mais en même temps, il n'y a pas de professeurs. C'est sous l'égide du pédagogisme. S'ils pouvaient donc dire et faire ce qu'on leur dit de faire, voilà. Et donc, les DG... ceux qui ont la responsabilité locale de gérer du personnel, c'est devenu le lieu central autour duquel la pensée se restructure dans le système des collèges. Les DG, c'est les patrons de l'entreprise locale qui dirigent du personnel puis qui doivent produire de l'output. That's it. Le cégep de Lévis, qui est le cégep de M. Demers, je vous mets au défi, j'ai passé un après-midi, de trouver la page d'un professeur. Vous auriez sa diplomation, ses cours. Il n'y a pas de professeur. C'est pareil, comme je disais l'autre fois, c'est pareil comme si tu regardes la page d'un Walmart. Tu ne peux pas avoir la liste, la page des associés. Tu peux avoir les différents secteurs de vente qu'ils font, mais tu ne peux pas avoir la liste des personnes qui travaillent là. Il n'y a pas de professeur. La plupart des cégeps, leur site, tu ne peux pas avoir accès à la page du professeur. Il n'y a plus d'artisans. Et donc, quand il dit les partenaires nous ont dit, c'est quasiment une plaisanterie. Les partenaires, c'est mes collègues directeurs généraux. Et ce nom-là, des partenaires, est inventé par le ministère de l'Éducation. Jadis, il disait, on considère les cégeps locaux, puis la direction du cégep locaux, comme nos partenaires. On les considère comme des grandes personnes. On veut vous entendre, nos partenaires, c'est-à-dire les directions. Mais maintenant, il y a quelqu'un des directions locales qui dit au ministère, mes partenaires m'ont dit, j'ai consulté les partenaires, j'ai fait des rencontres. C'est la direction locale, le rapport est fait par les directeurs de cégeps locaux qui s'adressent au gouvernement
Ils demandent plus d'argent, de la flexibilité, être libérés des normes nationales, etc. Tu te dis, mais c'est une plaisanterie, ça, ou quoi? C'est un putsch de directeurs généraux, ce rapport-là. Bon, il va en rester juste une chose, l'abolition de la formation commune. Bon, je saute là-dessus, si vous me permettez. Il vous reste 2 minutes. Dernier aspect, je vais passer vite. Donc ça, c'est qui fait le rapport? Ben, t'as son contenu. Je veux dire, je m'excuse, c'est un peu banal, là, mais l'inspiration générale du rapport, on va regarder juste la formation des penseurs qu'il y a là, puis la formation des penseurs qui ont sens de l'éducation, Master of Business Administration, puis avocat. Ouais, puis 2 en communication. Puis 3 qui sont consultants, dont 3 sont directeurs généraux. Donc, c'est du management. Et ils sont pas mal intentionnés quand ils demandent d'abolir la philosophie. Parce que c'est juste que ça serait plus efficace pour gérer le collège. C'est point final. Regarde, vous prenez pas ça mal, vous prenez ça personnel, je pense. Le rapport, il parle tout le long des nouveaux emplois, nouvelles demandes. D'ailleurs, le marché de l'emploi, comme on dit, c'est quoi ça? Le marché de l'emploi, c'est un lieu où on vend et achète des emplois. En tout cas. Le marché de l'emploi, puis les nouvelles technologies, puis on s'en va dans un monde, comme disent les consultants, parce que les consultants qui ont travaillé là-dessus, il y avait Mme Robillard qui disait, maintenant que nous sommes entrés dans une société à valeur ajoutée, l'autre il dit, il faut faire de l'accompagnement organisationnel, l'autre il dit, moi je suis spécialisé en restructuration stratégique. Oh, wow. Les emplois, le rapport de Merce nous dit, ça va être quoi le taux de chômage? En 2022, ça c'est extraordinaire. On ne sait pas c'est quoi maintenant. C'est l'idée du flux tendu entre la demande d'emploi, etc., puis l'offre de formation, puis formation obsolète, on ferme, on ouvre, on s'adapte, on sonde, on demande aux employeurs, etc. C'est un machin qui est à l'université. C'est un machin qui est comme l'université. Stop. Je vais juste finir là-dessus. On forme des personnes et non pas du personnel. Puis, en dépit de cette croyance, des flux tendus entre l'évolution de l'économie, puis le cégep qui produit des clones pour fitter dans les créneaux de la division du travail. Le flux tendu entre ça, là, c'est une idée qui déshonore l'éducation supérieure. Il n'y a pas personne qui accepte l'idée que je vais être formé d'une manière obsolète pour un certain temps, pour profiter d'un créneau d'emploi. Puis après ça, aux 5 ans, je vais faire ce que Demers dit. Je vais aller à le service après-vente, puis je vais me faire donner une autre formation, une autre identité, une autre ontologie, un autre regard sur la vie. Puis là, j'ai été formé professeur de philo, puis demain, je vais être gardien de sécurité chez Desjardins. Puis j'ai pas de problème avec ça. C'est marqué dans le rapport de Merce. C'est une négation de l'idée même qu'une formation, c'est formation pour la vie. Et il n'y a pas personne qui va accepter d'être comme des voitures qu'on envoie quand on fait des rappels. Il n'y a pas personne qui va accepter cette idée où il n'y a pas un lien fort de ton identité et ta formation, et qu'une fois que tu as une formation puis une identité, tu as l'intention de le demeurer plus longtemps dans ta vie, et que tu as de ce fait la capacité de faire face aux nouvelles photocopieuses, aux nouveaux logiciels, aux nouvelles technologies, et tu n'as pas besoin de Demers pour te recycler aux 4 ans, parce qu'il t'a donné une formation obsolète qui répondait à une demande instantanée, puis tu reviendras dans 3 ans, on va t'en refabriquer une autre. C'est toute une vision qui est à côté de la plaque, et c'est basé sur l'idée de l'acceptation de l'aliénation. C'est plus dans la participation, dans mon utilité pour la société, puis dans ma manière dont je m'inscris dans la vie pratique de la société que j'ai mon sens. C'est dans la paye que me donne une job temporaire. Et donc, c'est tout un machin qui est tourné vers la consommation. Moi, je vais former des formations de gens qui vont saisir l'occasion d'un petit job-in, puis qui vont aller se chercher une paye. Et allant se chercher une paye, ils vont participer à la société. Par quel biais? Par le biais de la consommation. Et ça, c'est exactement la première phrase de Taylor quand il dit dans son rapport. Il dit, j'ai proposé aux ouvriers, oubliez votre métier, oubliez votre identité, oubliez l'honneur du travail, oubliez ce que vous savez qui est intégré à votre identité, faites ce que je vous dis, puis je double vos revenus.
Vous allez maintenant être intégré à la société, non plus parce que vous êtes, ce que vous avez appris, ce que vous savez, ce que vous aimez. Vous allez être intégré à la société parce que vous allez acheter. Et le rapport de mère, c'est ça. Merci, M. Gagné.